Avant de plonger, en fait, dans le vif du sujet, je veux juste avoir un petit peu ton avis. Tu sais, toi, quelle importance est-ce que tu accordes aux suppléments, que ce soit avec tes clients ou, tu sais, dans un contexte d'entraînement? Tu sais, je pense à, tu sais, il y a le sommeil, il y a l'entraînement en soi, il y a la nutrition, les suppléments, tu sais, dans une tarte, l'exemple, ça représente un quel pourcentage à peu près? Je pense que le monde aimerait que je réponde que les suppléments sont ici, en haut de tout. On est dans la société d'aujourd'hui à la recherche de la pilule magique. Ou que même moi, quand j'avais 16 ans, j'allais dans les GNC, puis je rentrais dans le magasin, puis on dirait que je voyais gains, gains, gains. Je me faisais vendre des choses, puis j'y croyais que ce supplément-là allait m'amener à la prochaine étape. J'allais briser un plateau. Mais je vais être celui qui va être plate encore aujourd'hui, puis je vais dire que malheureusement, les suppléments sont après la nutrition, sont après le sommeil, sont après le respect de ton propre rythme circadien, sont après. C'est la base qu'il faut faire avant. La supplémentation va nous amener des fois un 1 à 4 de plus, ce qui est très maigre, mais pour un Olympien, pour la performance, ça peut faire une différence entre une médaille d'or ou une huitième place. Mais il n'y a jamais rien qui va remplacer la base. Puis on est chanceux aujourd'hui parce que on a des choses comme les Oura Ring, les Whooband, tous les fitness trackers. Puis tu peux voir à quel point la différence ça fait quand tu as une nuit de sommeil. Tu as beau prendre un supplément X, ça ne va jamais remplacer le sommeil. Tu as beau prendre un supplément X, ça ne va jamais remplacer le type d'alimentation, ton repas d'avant-entraînement ou après-entraînement. Fait que tout ça fait en sorte que si tu prends bien soin de toi, ça ne battra jamais le fait ou d'être remplacé par un supplément. Mmh. Ben, c'est ça, je voulais voir un peu avec toi. Tu sais, souvent, les gens se tournent vers ou veulent avoir, comme tu as dit, la solution miracle. Mais tu sais, je veux que les gens comprennent, il y a l'entraînement, la nutrition, le sommeil, le rythme circadien aussi. Tu sais, il y a d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler des suppléments, mais je pense que c'est important de dire que la place des suppléments, c'est pas numéro un. Il y a plein d'autres choses qu'il faut faire avant aussi. Je voulais aussi regarder un petit peu avec toi, tu sais, avant de rentrer dans les types de suppléments. Hem, des suppléments, il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui, là. Tu rentres dans n'importe quel magasin de suppléments naturels. Écoute, il y en a des étagères et des étagères. Y a-tu des trucs que tu peux peut-être nous donner, peut-être des certifications qu'on peut rechercher, qui peuvent nous aider à aller chercher des suppléments qui sont peut-être, tu sais, de meilleure qualité? Bien, la première des choses, ça serait de prendre un supplément qui a déjà, des recherches faites dessus ou que c'est une compagnie que tu peux faire confiance parce que ça fait des années qu'ils sont là. Fait que ça serait la première des étapes, OK. La deuxième des étapes, c'est sûr, au point de vue de certification, les athlètes performance recherchent toujours le fameux NSF. Le NSF veut juste certifier qu'il n'y a aucune substance bannie, puis qu'est-ce qui va être sur l'emballage, c'est vraiment ce que tu vas avoir dans ton produit. Donc, si c'est une scoop de protéines qui dit que 23 grammes de protéines, il va y avoir 23 grammes de protéines et rien d'autre. Sinon, les autres certifications qu'on peut regarder, on va regarder le GMP ou que ce soit le USP. C'est des certifications qui indiquent que le produit a été fabriqué dans des conditions contrôlées puis sûres. Fait que c'est quand même des bonnes choses à avoir sur le supplément. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est quand on va voir all natural, vegan ou n'importe quel claim que la compagnie va faire, malheureusement, ce n'est pas contrôlé par le FDA. Fait que ces choses-là, ça paraît bien que ce soit marqué paléo, vegan et compagnie, mais il n'y a aucune réglementation par rapport à l'utilisation de ces choses-là. Fait que n'importe qui peut les utiliser. Des choses qui peuvent être aussi, vues en tant que certification, ça pourrait être des compagnies comme Consumer Lab ou, d'autres que eux, c'est des laboratoires indépendants qui vont prendre aléatoirement un supplément sans que la compagnie elle-même l'a envoyé. Puis que s'ils voient que la pureté est vraiment à 100, là, ils vont mettre leur sauce sur ce supplément-là. Fait que ça peut faire en sorte que c'est vraiment une certification qui peut être dure à avoir, mais que ça garantit vraiment la sécurité puis, heu, du supplément. Autre chose qu'on peut regarder quand on a regardé tout ce qui est certification, OK? On fait confiance à la compagnie et autres, c'est les ingrédients, la transparence de la compagnie. Parce que ce qui va arriver, c'est que quand on va regarder la liste des ingrédients, on aime ça quand ils sont clairement indiqués. Mais souvent, il y a des compagnies qui vont utiliser qu'on appelle des property blend. Fait que ça, c'est comme un mix de plein de choses, mais qu'on ne le sait pas. Fait que si en recherche, le curcumin X dit qu'on doit prendre 500 milligrammes, mais eux, ils vont marquer que le curcumin est dans ce mélange-là sans voir le dosage exact. Fait qu'en gros, c'est comme si tu prendrais une multivitamine sans sachant quoi
et les quantités de chaque ingrédient. Fait qu'on ne sait pas si ce supplément-là peut être utile ou non. Fait que ça serait de regarder, ces choses-là. Puis une des choses, des ressources que j'utilise beaucoup, moi, heu, des fois, il y a des athlètes ou des gens qui m'envoient un supplément. Puis là, je me dis: «Je connais pas cette marque-là». Je vais m'informer parce que comme tu dis, il en existe. C'est du marketing aussi, hein, les suppléments, là, c'est fou. Ce qu'on peut faire, de un, on peut vérifier le code barre. Si tu vas sur le site de Santé Canada, eux, ils réglementent leurs produits, en santé naturelle qui sont en vente libre. Puis quand ils octroient ce code barre-là, il y a une banque de données. Fait que ça m'est déjà arrivé de rentrer un code barre, puis c'est marqué «produit invalide». Surtout quand on achète en ligne sur Amazon et compagnie, il y a des suppléments qui peuvent être faits dans un garage, on ne le sait pas. Ça, c'est la première des choses. Puis la deuxième des choses, j'aime beaucoup le site internet Labdoor. Labdoor.com. C'est un laboratoire qui est indépendant. Puis eux, ils vont essayer en tout cas de tester la majorité des suppléments sur le marché. Puis ils vont donner une cote sur 10 par rapport à la pureté. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans le supplément? Est-ce que, on va dire, les oméga 3 étaient de bonne qualité, où la provenance venait? Fait on peut maintenant, avec des compagnies ou des suppléments qu'on ne connaît pas, voir est-ce que c'était un bon supplément ou non. Fait que ça pourrait être un autre outil pour les gens qui ne savent pas, quand j'achète chez Costco ou quoi que ce soit, est-ce qu'il est bon ou pas? On pourrait aller regarder sur ce site internet. Mmh. Le code barre avec Santé Canada, ça, je savais pas ça. Par exemple, tu sais, tu le scannes puis que ça apparaît non valide, ils ont c'est qu'ils ont le droit de le vendre au Québec, mais ça a pas été approuvé par Santé Canada, c'est ça? Exactement, je crois que ce serait ça parce que normalement, les produits de santé naturelle ou que ce soit un produit, homéopathique, ils ont chacun des codes barres qui sont associés en vertu de la règle de Santé Canada. Fait qu'ils doivent être dans la banque de données. Fait que si c'est pas là, c'est vraiment une question à se poser de où que ça a été produit. Parce que c'est facile de vendre des suppléments en ligne. C'est différent de les vendre en personne dans une boutique. C'est tous des bons trucs, honnêtement, je savais pas ça. Puis là, justement, tu as dit le mot supplément naturel. Quand je faisais mes recherches là, rapidement, j'ai vu aussi supplément synthétique. C'est-tu quelque chose qui est très commun ou tu sais, en général, quand tu vas dans des magasins, c'est pas mal tout des suppléments naturels, je pense? Mais ça reste qu'un supplément, ça dit naturel, mais c'est quand même quelque chose qui est fait en laboratoire puis en usine. OK? C'est quelque chose je crois qu'on utilise vraiment pour essayer d'aller chercher l'acheteur, dire: «Oh, c'est un produit naturel». Fait que est-ce que c'est naturel? C'est une bonne question. Moi, je crois qu'un supplément n'est pas 100% naturel, même si c'est dérivé d'alimentation. Je pense que c'est plus l'utilisation du mot naturel pour aller attirer une certaine clientèle. Des fois, on va utiliser aussi sans OGM ou si on achète des huiles de poisson et autres, ça va être marqué ocean friendly ou on va dire ceux qui ont peur un peu du plastique parce que le plastique pour la santé, ça commence à avoir beaucoup d'effets sur les hormones. Fait qu'on peut aller chercher avec, une certification Plastic Neutral, par exemple, parce qu'on ne se cachera pas que les suppléments, il y a beaucoup de plastique dans l'encapsulation et autres. Fait que ça peut être d'autres certifications aussi que si pour nous, on pense que c'est important pour notre santé. Mais est-ce que je devrais m'inquiéter des suppléments synthétiques? Tu sais, ça se retrouve-tu beaucoup dans des magasins de suppléments ou C'est une bonne question. En fait, j'ai jamais réalisé qu'il y avait un saut, comme ça. Dans les suppléments des marques que moi, je recommande à mes athlètes, que ce saut-là, il était là. OK, ben, c'est ça, Fait que je c'était peux dans mes pas y recherches, répondre parce que j'ai c'est jamais correct. vu ce saut-là. OK. Parce que j'irai approfondir un petit peu plus mes recherches. Moi, j'étais curieux, mais j'étais pas certain. Fait que, en tout cas, je vais aller regarder, un petit peu plus tard. Je voulais voir aussi un peu avec toi l'absorbabilité puis la biodisponibilité d'un supplément. C'est quelque chose que moi, j'entends souvent. Tu peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi exactement? Puis c'est quelque chose qui est important à vérifier aussi? C'est super important. C'est sûr que, dépendamment de ce qu'on va prendre, toutes les formules des compléments alimentaires vont pas être aussi efficaces. Hem, Dans le sens qu'il y a plusieurs facteurs qui vont absorber l'absorption. Fait qu'on va penser, aux facteurs liés à notre mode de vie, nos facteurs individuels, notre santé digestive, l'âge de la personne. Est-ce qu'il prend de l'alcool? Est-ce qu'il prend des médicaments? Puis par la suite, mais c'est sûr que est-ce que la dose est trop faible ou trop élevée? Dépendamment de la quantité de ce supplément-là que tu prends, mais ça va faire en sorte que tu vas avoir les effets, thérapeutiques qui ont été démontrés dans la littérature ou non. Fait que c'est les premières des choses qu'on veut regarder. Puis c'est sûr que les liquides et les poudres vont être plus facilement absorbés que les comprimés et les capsules en général. Puis c'est là que, des fois, ça vaut la peine de peut-être payer plus cher pour un supplément parce que, de un, c'est quelque chose que tu mets dans ta bouche.
ce qui est très important dans ton corps. Donc, on devrait prendre soin de nous et non cheaper, si on peut dire, le fait de prendre l'huile de poisson à 30 chez Costco, on va dire, versus une compagnie qui est plus pharmaceutique que l'huile de poisson peut se vendre en haut de 100 tu sais. Parce que peut-être que la majorité de cette huile de poisson-là que tu vas acheter à prix moins cher, tu ne l'absorberas pas à cause de cette biodisponibilité-là. Puis, c'est quoi ça? C'est que c'est la proportion du complément alimentaire ou du supplément qui va pénétrer dans ta circulation sanguine. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà eu cet effet-là de prendre une capsule, des coups, poup, on dirait qu'il est resté dans l'œsophage. Tu rotes, la poudre, elle sort ou quoi que ce soit, ou l'huile de poisson, ouf, fait que c'est l'absorption. Fait que ces compagnies-là, tu devrais parler à un biochimiste qui va connaître ces réponses-là plus que moi, mais ça fait en sorte qu'il y a des formulations qui vont être plus élevées que d'autres. OK? La manière que tu les prends, est-ce qu'on les prend de manière sublinguo ou bucco? Est-ce qu'on est capable de contourner le système digestif en permettant aux nutriments d'être mieux absorbés? Fait que souvent, ce que les compagnies vont faire, c'est qu'ils vont aller chercher plus des formes de liposomes puis de bioémulsion. Puis ça, c'est quoi? C'est comme le supplément, ils le mettent en petites gouttelettes, puis ça fait en sorte que ça augmente la biodisponibilité de ce supplément-là en tant que tel. Fait qu'on peut parler, on va dire, la vitamine C est plus biodisponible quand elle est sous forme liposomale, quand on va parler comme du collagène qui est très populaire, mais elle va être plus biodisponible quand elle va être hydrolysée ou en forme de peptides. Fait que c'est une manière pour les compagnies, en plus de mettre leur formulation de suppléments avec des composés, comme on va parler des vitamines liposolubles ADEK qui vont être mieux absorbés quand ils vont être entourés de gras. OK? Ou on peut parler du poivre noir, sûrement, qui est souvent dans les formulations, du curcuma, parce que ça va aider l'absorption. Fait que c'est des choses qu'il faut penser. Puis ça va faire en sorte que ton supplément, il va être protégé aussi parce que d'une certaine manière, en étant en liposome ou bioémulsion, il va être moins sensible à la lumière. Fait qu'il va garder sa propriété plus longtemps. Au niveau de ton acide gastrique aussi, tu vas mieux l'assimiler aussi. Tu vas en avoir peut-être besoin de moins aussi. Mais c'est des suppléments qui vont être beaucoup plus coûteux. C'est drôle, la lumière. Il y a ma copine qui m'avait déjà dit ça. Souvent dans les pots qui vont être, exemple, transparents, là, je peux pas dire le supplément qu'il y a dedans, mais souvent les pots transparents, ça laisse rentrer la lumière, puis ça peut jouer, en fait, avec l'efficacité ou ça peut venir, changer la propriété du supplément. C'est vrai ça? Oui, tout à fait. On le voit souvent, moi, chez les oméga 3. Ou qu'on va regarder ou que le pot va être transparent en plastique, la gélule en tant que telle n'est pas foncée, fait que les rayons UV vont pénétrer, puis ça va, dénaturer en quelque sorte le supplément. Fait que la qualité de celui-ci va grandement diminuer rapidement sur l'étagère. Fait que c'est des choses que regardez, est-ce qu'on pourrait acheter ce supplément-là encapsulé dans une capsule qui est plus foncée? Est-ce que ça pourrait être en verre, en vitre? Est-ce que ça peut être plus foncé? Des choses comme ça. C'est de là la différence des prix entre des suppléments comme ça. C'est ça, parce que j'imagine les compagnies le savent aussi, mais après ça, c'est une question que le en verre, il va être beaucoup plus cher aussi à vendre, là, Exactement. tu sais? Puis il y a aussi l'effet inverse. Il y a des inhibiteurs en tant que tels que le monde n'y pense pas. On pense que c'est en vente libre, puis il n'y a aucun danger. Mais c'est possible d'avoir une toxicité en vitamine D, je l'en vois de plus en plus, tu sais. Fait que c'est important de faire des tests de sang, savoir qu'est-ce qu'on a de besoin. Parce que si je prends, par exemple, quelqu'un qui me dit: «Hey, moi, mon but, je prends ce supplément-là, c'est d'augmenter mon calcium», mais cette personne-là prend aussi un supplément en fer, mais il y a une compétition entre les 2. Fait que l'assimilation ne se fait pas super bien. Le corps humain est très complexe. Fait qu'on peut voir, on va dire, là, on prend le zinc, par exemple, qui est très consommé chez les athlètes qui vont prendre beaucoup de produits céréaliers, de pain. C'est très élevé en phytate, puis ça peut nuire à l'absorption de ce zinc-là. Puis ce zinc-là, il va rentrer indirectement en compétition avec la vitamine D et la vitamine A aussi. Fait que c'est vraiment un équilibre. Par exemple, aussi, on peut parler du magnésium. Si toi, ton but, c'est d'augmenter le magnésium et tu es quelqu'un qui prend 8 tasses de café par jour, mais la caféine aussi rentre en compte là-dessus. Fait que c'est de penser, c'est quoi mon objectif en premier? Est-ce que j'ai des tests de sang ou autres qui démontrent le fait que je dois augmenter mon dosage? Et après ça, là, c'est là qu'on met un plan en action, un protocole. Puis là, c'est là que les suppléments, au niveau plus de la santé métabolique, la performance sont très intéressantes. OK, ben ça, c'est intéressant. Parce que je me demandais justement s'il y avait des certains suppléments, tu sais, exemple en performance, qui peuvent agir ensemble, mais tu sais que l'un peut justement enlever les effets de l'autre.
Là, tu as donné quand même des bons exemples, là. Tantôt, au pire, quand on va rentrer dans les Oui, oui, suppléments c'est ça. en J'aimerais ça donner des hypertrophie, exemples là. juste pour que les gens comprennent que c'est pas juste je prends le supplément puis ah, OK, ma vitamine D va monter. Non, ça peut être converti dans plusieurs autres manières dans le corps humain, là. C'est très, très, très complexe. Puis juste, tu sais, mettons rapidement, y a-tu des gens peut-être que leur corps a tendance à métaboliser plus facilement ou absorber, exemple, plus facilement certains suppléments? Ou est-ce que sinon il y a des choses qu'on fait, c'est comme prendre un supplément sans nourriture, est-ce que ça peut affecter ou avec Le un timing café, est tu sais? très important. L'habitude, un peu comme le principe de ces compagnies-là qui les faisaient en forme liposomale, comme je te disais, ils aiment ça les mettre quand il y a du gras autour de ça. Fait que le but de prendre un supplément, peut aider à absorber celui-ci vraiment mieux. Fait que pour mieux absorber, c'est sûr que ces suppléments-là, quand il y a une présence d'enzymes digestives, donc on parle en plein milieu d'un repas, vont être meilleurs, au point de vue de, l'absorption de celui-ci en général. OK? Fait que souvent, le réflexe, ça va être de manger au milieu du repas. On prend nos capsules X, puis par la suite, on finit notre repas. Mais il y a des suppléments aussi que le timing, point de vue, est-ce que AM versus PM au moment de la journée, ils vont tous avoir des effets différents, dépendamment c'est quoi ton objectif à toi. Fait que ça serait de bien lire les bouteilles ou de bien s'informer avant de commencer à prendre un supplément? Toujours, mais c'est comme quand on prend des suppléments antidouleurs, des Tylenol, des Advil, ils vont donner une recommandation de base. Si on va à l'hôpital, ils vont nous donner cette quantité-là fois 1000. Fait que c'est de si on veut pousser notre santé et pas être juste au niveau généralité, mais au niveau performance optimale, mais c'est peut-être là qu'on peut avoir recours à des fois à un professionnel de la santé, que ce soit un naturopathe, que ce soit un biochimiste, de faire des tests de sang, un médecin fonctionnel qui travaille beaucoup avec les suppléments et l'alimentation. C'est là qu'on peut pousser vraiment plus là, au niveau des recommandations. OK. Ben, ça, c'est un bon conseil. Je pense que c'est plus complexe qu'on le pense, les suppléments, là. Fait que c'est une bonne idée d'aller chercher peut-être justement un avis d'un expert. Hem, je veux qu'on rentre dans les types de suppléments Oui, en lien avec l'hypertrophie. Il y en a quand même beaucoup. Moi, il y en a quelques-uns que j'ai notés. Si jamais il y en a d'autres que toi, tu connais, parce que je pense que tu es beaucoup dans le domaine, là, tu vas peut-être pouvoir nous aider à en trouver d'autres. Tu sais, je vais commencer par le plus évident, ben, la protéine en poudre. C'est un supplément au final, là, c'est la protéine en poudre. Tu peux-tu nous expliquer un peu la différence? Parce que, tu sais, on entend souvent la whey, l'isolate, il y a la caséine aussi, il y a la protéine végétale. Tu peux-tu juste rapidement nous expliquer la différence? Y en a-t-il une qui est meilleure que d'autres? Dépendamment peut-être tes objectifs aussi, tu sais? exactement. Tu as dit le mot-clé, c'est dépendamment de tes objectifs. Ça dépend de l'individu. Il n'y a aucune protéine qui peut être plus optimale que l'autre, tout dépendamment de l'individu. C'est sûr qu'il y en a une qui est plus optimale, point de vue de la leucine. Puis la leucine, là, on parle de ce podcast-là, point de vue gain, masse musculaire, performance, c'est elle, au niveau des acides aminés, qui règne sur tout. Parce que c'est la leucine qui va vraiment nous permettre d'aller synthétiser notre synthèse de protéines. Fait que ça prend environ entre 2 et 3 grammes de leucine, puis là, on atteint cet objectif-là. Fait que c'est pour ça que la whey protein est rapide à digérer et aussi riche en acides aminés qui est essentiel. Fait que c'est idéal au niveau de la récupération des entraînements, mais on a simplement besoin un 20 à 25 grammes de cette poudre de protéines-là qui pourrait avoir le même effet au niveau de cette stimulation-là de la synthèse des protéines d'un repas qui a peut-être 40 ou 50 grammes de protéines à cause que là, encore là, on parle de l'absorption et fait beaucoup plus rapidement. Fait qu'encore là, on parle d'un timing là, qui pourrait être intéressant. Même si l'apport en protéines est différent, on va aller stimuler de manière efficace et aussi égaux des deux, à cause qu'il est absorbé vraiment plus vite. OK? On a parlé par la suite de la caséine. La caséine, ça peut être intéressant pour des personnes qui cherchent un apport qui est plus prolongé parce que c'est une digestion qui est très lente, la caséine. OK. L'isolat protéine, c'est un dérivé de la whey protein et est plus filtré. Fait que souvent, le monde qui ont une petite intolérance au lactose, ils peuvent être moins sensibles à celle-ci. Mais principalement, c'est le même profil whey iso. C'est 2 protéines qui sont quasiment 100% identiques. Par la suite, tu as plusieurs protéines. On peut parler protéines de soya, protéines de pois, protéines de riz brun, protéines de chanvre, protéines d'œuf. Toutes des protéines qui sont végétales, qui sont des bonnes sources de protéines, qui sont souvent plus élevées en fibres. Fait que l'assimilation est différente, mais c'est quand même une source de protéines qui peuvent être intéressantes pour des personnes que leur objectif
et peut-être un remplacement de repas ou qui est une personne qui a aussi des restrictions alimentaires. Puis l'autre protéine aussi, c'est la protéine de bœuf, par exemple. Moi, j'aime bien. Moi, je suis très sensible au lactose. Mais par contre, chacune de ces protéines-là vient avec un plus et aussi une valeur qui est aussi négative, si on pourrait dire. Fait que la protéine bovine, moi, j'aimais ça, puis j'ai appris ça il y a 2 ans. Je prenais ça comme collation l'après-midi. Quand tu as des clients, puis tu travailles au milieu de la santé, tu n'as pas le temps de t'asseoir puis de prendre une petite collation, grignoter ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que son contenu en leucine est très faible. Fait que pour prendre cette protéine-là, dans le but d'aller stimuler cette synthèse-là des protéines, il faudrait prendre peut-être 3, 4 fois la portion qui est recommandée. Fait que moi, ce que j'ai fait, je ne vais pas prendre 3, 4 fois la portion. Je prends la même portion, mais je me rajoute des capsules de leucine pour avoir mon 2 grammes de leucine avec ça. Fait que c'est encore là, moi, je suis dans le monde de la performance. Fait que des détails font la différence. Fait que moi, je suis capable d'aller chercher un 0,5%, je vais prendre un 0,5%. Fait que c'est pour ça que c'est là qu'il va faire la différence entre quelle protéine est meilleure pour moi ou pour toi ou pour mon client X. Fait que, tu sais, je vais favoriser beaucoup les protéines végétales. Les fins de semaine, moi, si je me fais un smoothie et autres, je vais favoriser plus les protéines de whey si on n'a pas d'allergie ou de sensibilité au lait parce que c'est probablement la protéine ou que le profil d'acides aminés, leucine et autres est le plus intéressant. Mais encore là, je n'irais pas dire est-ce qu'il y en a une meilleure que l'autre. Papier, peut-être, mais je vais toujours m'asseoir avec l'individu et dire OK, mais on est capable d'aller chercher une alternative. On n'est pas obligé de prendre celle-là et de dire elle, c'est la meilleure, elle est moins bonne. Exact. C'est vraiment propre à chacun, puis dépendamment de nos objectifs, là. C'est ça. OK. Je veux parler un peu de la leucine, Oui. hem, parce que là, c'est ça, de ce que je comprends, c'est très important. C'est important pour l'hypertrophie musculaire ou c'est important juste en général dans notre santé ou? Ben, pour tout, pour prévenir la dégradation musculaire. Fait qu'on parle chez les populations vieillissantes aussi, là. Quand on est immobilisé, si on est blessé pendant un mois, on ne bouge pas ou des choses comme ça, c'est des choses qu'on veut faire. On veut s'assurer d'aller la synthétiser, puis il faut la synthétiser au moins aux 5 heures. Fait qu'il faut qu'il y ait un repas assez élevé en protéines ou en leucine, normalement, pour être en mesure de continuer à récupérer nos entraînements, de prévenir la dégradation musculaire et récupération, pour tout ce qui est les muscles qui ont été endommagés pendant l'exercice physique et autres. Fait que c'est pour ça que la leucine est vraiment là, la plus importante au niveau des acides aminés parce que c'est elle qui active la voie de signalisation, le mTOR, qui est lui qui va aller déclencher la cascade pour aller vraiment faire bâtir cette masse musculaire-là. Fait que dans les acides aminés, ben, c'est un acide aminé, la leucine, mais c'est pas mal le plus important pour La masse musculaire, l'hypertrophie, là, pour la masse exactement. Quand on musculaire. y va vraiment pour l'hypertrophie, c'est la leucine là, qui est le roi, là. OK. Fait comme c'est intéressant. Je pense pour ça aussi, il y a des, poudres de protéines qui vont avoir un ajout de leucine dedans. Je pense que j'ai On va déjà vu ça. voir ça dans les protéines végétales. Fait que les protéines végétales, c'est ça, là, c'est un débat, là. Je veux pas rentrer en Non, non. combat contre les vegans et compagnie, là, mais c'est sûr que la protéine végétale, l'acide aminé, ils sont moins importants de leur rapport. Puis la manière qu'on les digère, on a besoin d'en prendre plus. Souvent, leur contenu va être plus élevé en glucides aussi quand on va chercher ces protéines-là. Fait que c'est pour ça que des compagnies comme Vega, je m'associe à rien, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont avoir la Vega pour santé générale, puis la Vega Sport. Puis la différence entre les 2, c'est seulement que la Vega Sport, ça va être marqué ajout de BCA. Fait qu'il va rajouter des acides aminés pour s'assurer que la personne qui est végétarien ou vegan, qui va chercher une protéine végétale, ont cet effet-là en ayant un ajout d'acides aminés comme la leucine qui ont été rajoutés. OK, OK, ça, c'est intéressant. Fait que je vais porter plus attention un peu à la leucine quand j'achète, exemple, les poudres de protéines. Si l'objectif est la Si croissance l'objectif musculaire, 100. c'est ça. Exact, exact. OK. Puis les BCAA, c'est-tu la même chose? Ça, c'est différent? Parce que là, tu viens de mentionner la BCAA avec les leucines, Bien, excuse. tu as les BCA puis tu as les EAA. Les BCAA qui étaient très à la mode avant les EAA, qui sont encore un peu, un supplément qui est très coûteux à acheter. C'est 3 acides aminés ou qu'on va parler là, des acides aminés à chaîne ramifiée ou qu'on va retrouver là, la valine, l'isoleucine et leucine et en compagnie. C'est juste les 3 là qu'on retrouve. C'est sûr qu'au niveau de la synthétisation de la masse musculaire, c'est très, intéressant. Sauf qu'à comparer du EAA, que c'est des acides aminés essentiels, on en retrouve 9, dont les 3 qu'on vient de nommer, mais il y a 6 autres acides aminés qui viennent dans ce package-là, qui peut être
aussi intéressant, mais plus intéressant peut-être pour une raison que le monde ne savent pas, OK? En majorité, les adultes vont consommer peut-être 40 grammes d'acides aminés dans leur alimentation quotidienne. OK? Fait qu'il n'y a aucun danger prouvé au niveau de la littérature. Si on en consomme jusqu'à 100 grammes par jour, sur ce côté-là, on est correct. Ce que le monde oublie, c'est que les BCA, comme on parlait un peu de la compétition entre les transports, ils ont un effet peut-être néfaste chez certaines personnes. Parce qu'ils rentrent en compétition avec la tryptophane et la tyrosine. La tryptophane, on l'associe souvent là, quand on est au Thanksgiving, on mange de la dinde, puis après ça, on a le goût d'aller s'endormir parce que la dinde est très élevée en tryptophane. Puis ça va bloquer un peu cette barrière-là au niveau hémato-encéphalique. Fait que ça veut dire que la tryptophane, qui est comme un précurseur de sérotonine, puis la sérotonine peut être convertie plus tard en mélatonine. Puis à l'inverse, la tyrosine, qui est un précurseur de catécholamine. Fait que ça, c'est tout ce qui est dopamine, drive, motivation et compagnie. Mais l'impact que la BCA a sur la sérotonine, c'est que quand on consomme des BCA, ça peut réduire la quantité de tryptophane qui va rentrer dans notre cerveau. Fait qu'on diminue notre production de sérotonine, puis ça pourrait influencer l'humeur de la personne, au niveau de l'anxiété, sensation de fatigue. Et à l'inverse, la tyrosine, qui pour moi est mon supplément préféré, je suis très sensible à la caféine, fait que dans les pre-workouts et autres, la tyrosine va te donner cet effet-là sans avoir de stimulant. Puis ça va avoir un effet beaucoup moindre au niveau du sommeil. Mais les BCA vont aussi faire la même chose. Donc, il va y avoir moins de tyrosine qui vont rentrer au cerveau. Fait que ça va réduire la synthèse de la dopamine. Fait que ça va influencer ton niveau d'énergie, concentration, motivation. Puis là, c'est pas de la pseudo-science, c'est pas du bro science, c'est des choses qu'on voit souvent. OK? Et je vais utiliser encore les BCA quand quelqu'un va être en déficit de calories ou si j'ai une clientèle qui est ils ont des troubles alimentaires parce qu'ils sont très élevés en trois acides aminés. Mais sinon, j'ai tendance de plus en plus de m'éloigner de ça, puis à place d'y aller avec les IAA, à cause c'est un acide aminé qui est plus complet. Puis il y a moins de compétition qui rentre avec ça. Puis moi, dans ma clientèle, au niveau de nutrition holistique, j'en vois beaucoup, surtout les gens qui sont très anxieux. Des gens qui, on va dire, qui travaillent au niveau là, professionnel de la santé, une infirmière qui travaille pendant 18 heures, puis va consommer des BCA, puis des choses comme ça. Mais ça peut être des choses chez ces personnes-là que ça a un impact sur ce que j'ai expliqué, l'humeur, l'anxiété, le sommeil. Est-ce que ça arrive à tout le monde? Non. Mais chez certaines personnes, quand on s'assoit puis on regarde qu'est-ce que tu as pris dans ta journée, des choses de même. OK, tu as pris 4 portions, donc 40 grammes de BCA dans ta journée, plus ton apport que tu as déjà dans ton alimentation. On essaye-tu, à place de changer BCA pour un IA, c'est peut-être quelque chose qui va avoir un effet positif. Peut-être que ça ne change rien, mais dans la recherche, c'est démontré que c'est vraiment là, quelque chose à regarder. Mmh. Ça vaut la peine d'essayer, là. Ouais. Surtout si on pense qu'on a des problèmes justement que tu as peut-être un peu un manque d'énergie, tu as peut-être des crashs en fin de journée, exemple, ça peut être relié à ça. Ça pourrait être dépendamment de ton apport aussi. Puis on va dire, malheureusement, ça arrive plus fréquemment chez ma clientèle féminine parce que, veux pas, au point de vue de poids corporel, sont plus petites. Fait que chez un athlète qui est 130 livres versus un homme qui serait 230 livres, elle qui va prendre 2 scoops de BCA pendant sa journée, déjà là, tu es déjà à 20 grammes plus son alimentation. Puis en point de vue de personnalité, individualité, on est tous différents l'un de l'autre. On va tous réagir différents à un supplément un de l'autre. C'est peut-être quelque chose que on pourrait regarder. On pourrait investiguer peut-être. Fait que ça serait, OK. Encore là, c'est ça, c'est encore propre à chacun, c'est de l'essayer, de prendre le temps de regarder, bon, comment est-ce que moi je réagis en temps normal quand j'utilise ce supplément-là. C'est tout le temps ça, là, Puis de en 2, c'est nutrition et en très santé. coûteux les BCAA. Fait que pour l'effet que ça a, c'est mieux de payer et investir pour des EA où que c'est vraiment un acide aminé qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant que juste d'aller avec les BCAA. Ouais, ben, c'est un bon truc. Ça, c'est j'étais pas au courant de ces effets-là, là, de la BCAA. Hem, un autre supplément que je vois beaucoup aussi en prise de masse, en hypertrophie, c'est les weight gainers, les les boosters de masse. Heu, je suis quand même curieux, toi, c'est quelque chose que tu utilises, personnellement ou avec tes clients? Tu veux savoir comment je les appelle? Comment tu les appelles? La bouffe à chat au chien. Parce que OK. quand tu rentres, ça fait longtemps que je peux être dans le GNC, là, mais quand je rentrais quand j'étais jeune, ou même encore là, tu rentres sur le plancher, puis il y a toujours un gros sac à terre.
Mulk, Mutant Mass ou des choses, je m'en rappelle plus. Jaune fluo, Ouais, rouge ça fluo, flash. Puis ouais, là, tu ouais. te demandes c'est quoi ça? On dirait que ça a l'air de la bouffe d'animaux. Mais non, c'est les weight gainers. Je suis vraiment pas un fan de ça. OK? Je dis pas encore que c'est pas pratique. Et je l'ai utilisé dans les 10 dernières années avec un de mes clients qui était sur la construction, qui a pas le temps d'arrêter, il travaille très physique, plus il s'entraîne. C'est une façon facile d'augmenter ton apport en calories. On se le dit comme ça. Sauf que la qualité, moi, je crois qu'elle est beaucoup moins bonne parce qu'on a beaucoup de filters dedans. Il y a beaucoup de sucre ajouté. Les ingrédients sont souvent de moins bonne qualité. Ça va souvent moins bien se mélanger avec notre balance énergétique. Chez une personne, si quelqu'un calcule leur macro, parce que ça va souvent être très élevé en gras, même si maintenant les compagnies vont utiliser comme plus le MCT oil, un dérivé du coconut, qui est absorbé super rapidement pour l'énergie, qui supporte vraiment tout ce qui est le profil hormonal, ça reste en sorte que tu as des protéines, des glucides, des gras, de la créatine, de la vitamine, des minéraux, des acides aminés, des fibres, des enzymes digestives. T'es comme, as-tu vraiment besoin de tout ça? Fait que pour moi, c'est mange bien, assure-toi de te préparer. Je pense préparation, c'est le mot-clé. Si on parle de weight gainer, ton but, j'imagine, c'est de prendre du poids. Puis par la suite, tu vas avoir des choses beaucoup plus intéressantes avec comme des EA quand tu t'entraînes, une protéine comme smoothie et autres, une alimentation saine que juste d'aller chercher comme la recette facile, juste de prendre un weight gainer qui a juste plus de calories. Mmh. Fait que c'est rare que, comme je l'ai dit, j'ai utilisé une fois avec un client en 10 ans. Je vais prôner plus d'autres suppléments ou d'autres types d'hygiène de vie avant de dire: «On va aller prendre un weight gainer». Mmh. C'est ça, c'est vraiment dernier recours. Ça peut être pratique, comme je te dis, si on pourrait parler encore de l'exemple de quelqu'un, un professionnel de la santé, quelqu'un qui travaille, qui a pas le temps de manger, pas de s'arrêter, puis il veut vraiment prendre la masse musculaire. C'est un ectomorphe, métabolisme qui dit rapide, il a beau manger, il dépense autant qu'il mange. Ah, ben, pourquoi? On peut l'essayer. Ça peut être encore là. Ça va dépendre du scénario, de la personne qui est devant moi quand je vais évaluer. Je vais dire, ben, peut-être pour toi, ça va peut-être t'aider rendu là. Mais je crois pas que c'est pour moi. Tu me demandes si c'est optimal. Je pense pas que c'est un supplément qui est optimal. Ça a clairement des effets sur le restant de ta santé, là, comme tu as dit, là. Plein de sucre, plein de gras qui sont peut-être pas nécessairement super bons non plus, là. C'est pas des bons gras, là. C'est ça. Puis des fois, on veut pas le gras non plus, à moins que ce soit du MCT oil, on veut pas le gras comme la protéine, comme la caséine, autour d'un entraînement. Souvent, quand on va parler d'alimentation, je pense que tu as eu quelqu'un, un podcast, c'est glucides, c'est le roi. On veut quelque chose qui est assimilé super rapidement. La caséine, c'est une digestion lente. Fait que là, quand on prend un weight gainer, le gras est super haut, mais ce ne serait pas quelque chose qu'on prendrait autour d'un entraînement. Ça prend plus de temps à assimiler. Un weight gainer pourrait peut-être plus comme être un remplacement de repas qui serait plus intéressant. Exact. Ben, justement, en fait, là, on parle du timing autour d'un entraînement. Je suis curieux de savoir ton avis, les BCAA, les EAA, y a-tu un meilleur temps pour le prendre avant, pendant, après un entraînement ou tu es rendu là, il y a pas vraiment d'effet? Il y a pas vraiment d'effet, puis ça va dépendre de la personne. Je te donne un exemple. Si c'est une personne qui croit encore à cette fameuse fenêtre anabolique-là que je croyais avant aussi, que là, il faut consommer notre shake de protéines en dedans de 5 secondes parce que là, on perdait toutes les gains. C'était dans les années 2012-2013, j'étais comme ça, mais la recherche a complètement, pointé dans d'autres directions. Là, on pourrait prendre, quelqu'un qui s'entraîne, on pourrait prendre, des EA, on commençait à boire cette boisson-là, peut-être avec des électrolytes ou autre un petit peu avant, pendant l'entraînement, puis après l'entraînement, on prenait notre smoothie. Pour du monde, je me prends comme exemple, moi, je vais m'entraîner sur mon heure de dîner. Fait que moi, je le sais que dès que je termine mon entraînement, je mange ma portion qui pourrait être un saumon, du riz avec des légumes, les macros pour favoriser tout ce qui est mon entraînement. Mais moi, je vais juste prendre des EA quand je m'entraîne parce que je vais aller synthétiser ma masse musculaire avec les EA. J'aime le goût aussi. Je suis habitué à boire de quoi pendant un entraînement. Fait qu'il y a cet effet-là aussi qu'il ne faut pas oublier. Fait que je prends ça, je mange mon repas solide, puis je vais avoir les mêmes bienfaits que les autres. Tu sais. Ça peut être des BCA ou des A, quelqu'un qui, encore là, a un travail très physique pendant toute une journée, qui pourrait se traîner une bouteille puis peut-être boire quelques gorgées de temps en temps pour avoir en circulation des acides aminés. Mais point de vue de timing, ça pourrait être simplement des EA, même post-entraînement, qui remplacerait la whey protein ou n'importe quelle poudre de protéines parce que tu vas aller synthétiser ta synthèse des protéines de la même manière. Fait que c'est vraiment dépend du scénario. Est-ce qu'on mange avant? Est-ce qu'on a mangé après? Est-ce qu'on prend un shake? On prend pas de shake? Fait que tout ça ensemble va faire en sorte dans quel supplément j'ai investi de l'argent. Fait qu'encore là, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, mais en majorité, le monde va prendre ces choses-là pendant l'entraînement.
Ben, je me souviens, moi, j'en avais déjà pris. Je pense que c'était plus les BCAA dans le temps. Puis, je le prenais tout le temps pendant mon entraînement. Souvent aussi, il y a un petit goût qui vient Puis avec. Fait que, on est tu sais, c'est bon, là. chanceux, là, maintenant, ils ont des belles saveurs. Dans les années 2005, quand on commençait, c'était de la BCA pleine. C'était pas très Ça doit être la agréable. craie, là. Ah ouais, c'était quelque chose. OK. OK, fait que ça me donne une bonne idée. Je veux plonger dans quelques suppléments que moi, personnellement, honnêtement, je connais moins. C'est beaucoup en faisant mes recherches, puis en fait, de temps en temps, quand je vais dans des magasins de suppléments, je vais voir le nom, mais j'ai aucune idée ça sert à quoi. Mais je sais que ça a quand même un lien avec l'hypertrophie. Fait que je voulais voir un petit peu avec toi. Les bêta-alanine, c'est quoi exactement? C'est un autre acide aminé? Oui, les bêta-alanines, c'est un autre acide aminé qui va nous permettre de produire de la carnosine. La carnosine, c'est une composante qu'on retrouve dans notre cellule musculaire. OK? Ça va agir comme un buffer un peu en prolongeant notre sensation de fatigue. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux t'entraîner plus fort, puis tu peux t'entraîner avec une meilleure et plus haute intensité. Fait que ça réduit en quelque sorte l'acidité musculaire quand il y a cette accumulation-là de lactate dans ton muscle qui sent que tu brûles ton muscle. Puis ça fait en sorte que tu peux faire quelques répétitions de plus. Fait que c'est pas directement relié à la masse musculaire, mais ça augmente l'efficacité de ton entraînement. Fait que souvent, les recherches qui ont été faites sur des gens qui faisaient du leg press, mais ils étaient quand même des fois capables de faire 2, 3, jusqu'à 6 répétitions de plus avec ce supplément-là. Fait que ça fait en sorte que oui, tu vas favoriser la masse musculaire parce que tu es capable de faire plus de répétitions, il y a plus de tonnage, il y a plus de volume dans ton entraînement, fait qu'une meilleure adaptation. Fait que ça peut être intéressant pour tout ce qui est de haute intensité ou quand on est dans des répétitions très élevées. C'est un supplément plus de sport d'endurance ou c'est ça, des hautes intensités, des sprints à haute intensité, que là, ça va être intéressant pour la personne d'investir dans un supplément comme ça. OK. Fait que ça, j'imagine que tu le prends avant ton entraînement? Oui. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on a tout le temps cette sensation-là, la paresthésie, là, un peu le picotement, là, Ouais. Ah, c'est de souvent. ça que ça provient? Oui, c'est la bêta-alanine. Souvent, on a des pre-workouts, c'est mélangé, puis on se demande c'est quoi, là, on a les aisselles qui brûlent, des choses comme ça. Ça vient de là, puis normalement, on répond bien entre 3 et 6 grammes, mais encore là, c'est cas pour cas. Il y a d'autres alternatives pour les gens qui seraient peut-être trop sensibles à la bêta-alanine. Je l'appelle le supplément de pauvre. C'est le bicarbonate de sodium. OK? Ça, il faut faire attention à ça. OK? Parce qu'on peut être très sensible au niveau gastro-intestinal si on en prend trop vite. Fait que c'est pas ça qu'on veut. C'est un supplément qui est quand même vraiment utilisé en endurance quand on le prend 30 à 60 minutes avant un effort. OK? Parce que ce que ça va faire, ça va un peu encore buffer, un peu comme la bétalanine, plus au niveau de l'hydrogène, fait que dans le muscle. Fait qu'encore là, la sensation de fatigue peut être retardée. Dans la recherche littérature, on parle d'une augmentation de peut-être 1. Fait que c'est très minime, mais ça peut faire une différence quand c'est une course pour ceux qui font des marathons et des longues distances. Mais il faudrait commencer vraiment avec. Ils recommandent d'habitude 300 milligrammes par kilogramme, si je ne me trompe pas. Fait qu'on pourrait commencer avec une dose un peu plus petite pour voir comment ton estomac réagit à ça, pour pas avoir non plus la diarrhée avant ta compétition. Sinon, une autre chose qui pourrait jouer de manière similaire, ça serait peut-être nitrate oxide, des nitrates. Fait que ça, avec un 500 milligrammes, 2,5 heures avant ton entraînement, tu pourrais avoir des bienfaits au niveau de la distribution des nutriments dans tes muscles, parce que c'est un vasodilatateur. Puis ça, c'est super facile à atteindre avec l'alimentation. Tu sais, on peut prendre céleri, betterave, c'est quoi d'autre? Épinards. Puis eux, chacun, 100 grammes crus contiennent 250 milligrammes chacun. Puis d'habitude, on vit, c'est ça, le 500 milligrammes. Fait que si je prends 200 grammes de céleri, ben, tu as ton apport de 500 milligrammes avant. Fait que c'est quand même facile à aller chercher. Puis tu as un effet qui est pas aussi bien fait de la béta-alanine, mais il y a un effet quand même important. Fait que souvent, le monde va acheter les poudres de betterave et autres, qui est très populaire dans les sports d'endurance, mais on peut aller chercher facilement dans l'alimentation. Mais c'est vraiment c'est quand même minime les effets, C'est minime, mais au niveau des nitrates, ce qui est intéressant au niveau de la recherche, c'est que si tu en prends pendant 6 jours de suite, mais tes concentrations au niveau sanguine vont rester plus élevées même quand tu vas arrêter de les prendre. Fait qu'encore là, c'est pour ça que les suppléments, moi, je trouve qu'il y a vraiment un effet quand on parle de performance, parce que moi, 1-2 ça me parle. Comme un des mortels, ça vaut-tu la peine vraiment de se casser le bessic puis vraiment aller chercher?
ces détails-là avec le timing exact, puis d'être aussi minutieux que ça dans notre routine, là, c'est à voir c'est quoi vraiment ton objectif, tu sais. Tu veux mettre tout de côté pour aller chercher le plus. Mais c'est intéressant. Un autre aussi que, un autre que j'avais vu, c'était le HMB. Encore là, tu vas me dire, c'est un autre acide aminé, c'est ça? Oui. C'est tout un des acides aminés, puis en plus, c'est un métabolite de la leucine, le roi. Fait que c'est pour ça que c'était full populaire dans les années 90. Les recherches ont commencé. Dans les années 2000, toutes les revues de bodybuilding, c'était HMB, HMB, HMB. Puis là, tu vois, de nos jours, on le voit quasiment plus. C'est très coûteux à faire. C'était prometteur au point de vue de la dégradation des protéines musculaires. Fait qu'on était en mesure de dire que ça pouvait augmenter la masse musculaire, un peu comme la leucine. Sauf que les effets sont prononcés dans la littérature chez les gens très âgés, chez les personnes qui sont pas entraînées. Fait que du monde qui commence l'entraînement à résistance. Fait qu'est-ce que c'est réellement l'entraînement ou c'était le supplément qui causait ça comme ça? Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui ont laissé ce supplément-là de côté. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on prend quelque chose. L'impact est pas négatif. Mais est-ce que pour le coût que ça coûte, d'après moi, les résultats vont être nuls chez quelqu'un qui s'entraîne fort, qui mange assez de protéines, puis qui va chercher ses autres bienfaits au niveau de la leucine avec des EAA, que d'aller essayer d'aller chercher seulement le HMB qui est très cher. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on lit les recherches. Le monde a tendance à juste lire le abstract, mais là, quand on va en dessous, mais ça a été fait sur des rats. Ah, ça a été fait sur des chevaux. Ah, ça a été. Ça s'applique pas à nous. Tu sais, puis après ça, est-ce qu'il y a un groupe placebo? Est-ce que fait c'est vraiment de bien lire les recherches avant de les utiliser. Puis les compagnies de suppléments adorent ces choses-là. Puis je peux même parler d'expérience. Il est NSF, le produit en plus. Puis c'est une compagnie qui s'appelle Yoke. Puis j'en prends encore parce que le goût, il est bon. Puis c'est un de mes athlètes professionnels que eux, leur équipe professionnelle, ont ça dans leur chambre. Puis le but, c'est que c'est supposé de promouvoir avec le jaune d'œuf qui n'est pas dénaturé, que tu peux pas le prendre cru un peu parce qu'il peut avoir l'intoxication et autres. Mais le but de ça, c'est qu'il y aurait un gain. Eux, ils marquent 3 fois plus de gains en masse musculaire sur leurs produits. Puis, ils mettent sur le site Internet vraiment toutes les recherches qui ont été faites. Mais quand tu regardes les recherches, il n'y en a aucune qui a été faite, c'est des êtres humains. Mais les compagnies ont le droit maintenant de mettre ça sur leur emballage parce que scientifiquement, il y a une recherche qui a été faite. Sur les rats, ça a été démontré. Ah, sur les chevaux. Fait que c'est ça qu'il faut faire attention avec les suppléments. Ils ont quand même eu la certification NSF. Oui, parce que quand on va en laboratoire, il y a NSF. Il n'y a pas de substance dopante, il n'y a pas rien. C'est pur. NSF ne veut pas dire que tu payes dans le vide quelque chose. NSF veut juste dire ce que tu payes, c'est ce qui est marqué sur l'emballage. Puis ce que tu as sur l'emballage, c'est vraiment ça. Ah ouais, OK. Mais là, mettons, tu sais, moi, tu sais, je regarde ça, là, on parle de plein d'acides aminés. Ben, les EAA, ça contient, j'imagine, bêta-alanine, Non, les HMB, bêta-alanines ne sont non? pas dans les EA. C'est vraiment séparé, Ouais, OK. Mais tu sais, dans un contexte d'hypertrophie, bon, je m'entraîne au gym. Là, j'ai une panoplie d'acides aminés différents que je peux prendre. Il y a la poudre de protéines aussi. Heu, c'est pertinent pour moi d'aller supplémenter avec ma poudre de protéines et les acides aminés? Ça vaut-tu la peine de comme aller m'acheter plein de pots puis là, commencer à en consommer plein? Parce que tu sais, il y en a quand même beaucoup là, des acides aminés puis des suppléments, exactement. Ça similaires, va là. juste dépendre de c'est quoi ton hygiène de vie en point de vue de tes macros. Si tu n'es pas capable d'aller chercher tes protéines, le shake de protéines est intéressant. Tu viens de rajouter un 30 grammes de protéines de plus. Puis là, tu veux maximiser ton entraînement, mais là, tu le mets proche de ton entraînement. Sinon, si tu manges, tu es pas obligé d'avoir un shake de protéines après ton entraînement. Tu peux juste y aller avec les EA, puis c'est suffisant. Puis encore là, il faut faire attention parce que on s'entraîne fort, 4 fois semaine, 5, 6 fois semaine, mais c'est quand même des intensités, même si tu pushes jusqu'à échec musculaire de 45, 1 heure. Souvent, les suppléments sont tous démontrés chez des athlètes ou des sports qui durent des 2, des 3, des 4, des 5 heures très intenses. La séance, c'est là que le corps humain a besoin d'un support de plus parce que l'alimentation ne peut pas amener ces bienfaits-là. Fait que c'est là que c'est intéressant de supplémenter parce que c'est des options très faciles et rapides pour aller s'approvisionner. OK, ben, ça me donne une bonne idée d'abord, comment gérer tout ça, Ouais. parce qu'il y en a vraiment beaucoup, là. Puis un autre aussi, c'était, parce que j'en ai oublié un, la glutamine, Ouais. même affaire aussi? La glutamine, ouais, c'est un autre acide aminé, mais c'est le plus abondant qu'on a dans le corps humain.
Et si je me trompe pas, là, je veux pas dire un chiffre, c'est pas vrai, mais c'est entre 60 et 70 de nos acides aminés provient de la glutamine. Ça a beaucoup de rôles, comme un peu la synthèse des protéines, mais ça n'a pas le même impact que la leucine, OK? Ça stimule pas de manière aussi directe ta synthèse des protéines, OK? Fait que c'est très négligé au niveau de la science puis des études par rapport à le gain de masse musculaire. Souvent, c'est démontré pour les personnes qui ont des troubles digestifs. Heu, Puis même par troubles digestifs, on va parler aussi des maladies comme le Crohn's disease et autres, mais même les recherches, c'est souvent fait par des, perfusions intraveineuses. Fait que c'est quand même dur à associer. Est-ce que la glutamine en poudre va faire le même effet qu'une perfusion intraveineuse? Ça, c'est une autre chose. La glutamine, souvent, est vue comme, système immunitaire. Je crois que personnellement, on va avoir plus de bienfaits avec des pastilles de zinc, qui est une option beaucoup plus rapide. Si on a déjà des symptômes 24 heures avant, on commence à prendre ces pastilles de zinc-là, que la glutamine. Mais je vais utiliser la glutamine, moi, avec une clientèle X, si on parle de quelqu'un qui est très low carb, très faible en glucides, parce que la glutamine, malgré qu'il n'y a pas une présence élevée de glucides dans notre alimentation, peut nous aider à augmenter le glycogène au niveau, du stockage. Fait que ça peut être intéressant. Mais encore là, les études, c'est pas toujours très solide par rapport à ça. Fait que c'est pour ça que je te dirais, si on a un problème de digestion et autres, on peut l'essayer, on n'a rien à perdre. Si on est question, on est serré dans un budget, ce ne serait pas mon premier sur la liste. Fait que ça va dépendre. Tu sais, est-ce que quand on est malade, on l'essaye, on prend un 10 grammes à chaque heure, comme dans le bon vieux temps, il y en a qui avaient des recommandations? Encore là, c'est pas démontré. Est-ce Ouais, que 10 grammes à chaque heure, c'est quand même beaucoup. c'est extrêmement beaucoup? C'est énorme. Et non. C'est beaucoup sur le OK? Parce que portefeuille aussi. normalement, mais c'est quand même des gros pots. Normalement, le dosage, la glutamine va dire entre 5 et 10 grammes par jour. Mais il y a des fois des recherches qui te donnaient des gros dosages que quand tu avais des symptômes, tu prenais un 10 grammes à chaque heure pendant la première journée, puis les symptômes supposément diminuaient, mais encore là, il n'y a aucune preuve qui est assez valide pour dire que ou significative pour dire que ça fonctionne. Les passés de zinc pour le rhume, c'est vraiment plus démontré scientifiquement. Je veux parler un peu de la créatine. Là, c'est sûr, moi, j'ai fait un épisode complet sur la créatine, mais moi, je suis curieux de savoir, est-ce que toi, c'est un supplément que tu utilises? Puis si oui, comment est-ce que toi, tu vas l'utiliser avec toi-même là, ou avec tes clients? Ça va dépendre de mes clients. OK? Si on parle d'un client qui a une restriction au niveau alimentaire, vegan et compagnie, ben là, les bienfaits pour eux, c'est incroyable. Parce qu'ils ont un manque dans leur alimentation. Parce que la créatine vient de la viande, principalement le poisson et compagnie. OK? Fait que c'est le supplément roi pour probablement tout. OK? Parce que moi, je ne l'utilise pas simplement pour la masse musculaire. OK? La masse musculaire, on a un 5 grammes par jour, on est saturé, le bienfait, il est là. En plus d'avoir quelques grammes de côté si on est un gros consommateur ou une diète qui est omnivore. OK? Fait que le timing maintenant, moi, j'avais tendance de prendre masse musculaire après entraînement, puis quand je m'entraînais en force ou en puissance, je le prenais avant les entraînements. Ça, c'est la question que tu m'aurais posée il y a 5 ans. Puis là, maintenant, je ressors avec les recherches maintenant, il n'y a plus de bienfait à quand on l'apprend. Et j'ai encore tendance, même si la littérature, ben, j'ai beau avoir fait un doctorat, je te dis, la science n'a pas toujours vérité, comme le côté pratique non plus. Fait que moi, j'aime ça jumeler les deux. Fait que j'ai quand même tendance d'aller des fois à l'inverse de ce que la science dit, puis de continuer à mettre de la créatine dans les suppléments post-entraînement de mes athlètes, en pensant de refaire le plein de créatine, même si je sais que c'est un processus qui est beaucoup plus long. Puis mes athlètes, quand ils vont aller faire des, sprints à haute intensité, mes joueurs de hockey, je vais avoir tendance de les mettre, c'est pour ça que dans les pre-workouts, ils en mettent avant, de leur donner avant leur entraînement ou de leur dire de le prendre le matin. Juste pour essayer de refaire le plein de cette, ATP phosphocréatine-là, leur système, avant leur entraînement à haute intensité. Fait que ça, c'est plus pour entraînement. Les personnes que j'entraîne qui ont beaucoup de commotion cérébrale, c'est démontré que quand on a des dosages en haut de 10 grammes par jour, il y a un effet neuroprotecteur. Puis il y a une dernière recherche qui est sortie au mois de novembre chez des joueurs de football en 2024 qui a trouvé que ceux qui avaient un taux de créatinine, fait que c'est comme un dérivé de la créatine, plus élevé au niveau sanguin, avaient des symptômes moindres post-commotion.
Fait qu'encore là, c'est important de supplémenter la créatine chez des athlètes parce que s'il y aurait une commotion, il y a cet effet neuroprotecteur-là, pas simplement au niveau de concentration puis fonction cognitive qu'on voit dans les recherches maintenant chez les personnes qui ont de l'Alzheimer et compagnie, personnes vieillissantes, mais aussi pour les athlètes, les jeunes. Puis maintenant, il y a même des recherches qui sortent chez le SWAT, le GTI, tout ce qui est militaire, que ces gens-là qui ont moins des fois de 3 heures de sommeil, que si on supplémente jusqu'à 30 grammes, en haut de 20 grammes par jour, on peut diminuer les effets néfastes du manque de sommeil. Mais encore là, il peut y avoir un problème au niveau gastro-intestinal. Fait que c'est l'absorption, c'est à voir. Puis là, on parle seulement de 2, peut-être une troisième recherche qui vient de sortir. Fait que est-ce que ça fonctionne à ce point-là? Mais c'est juste pour démontrer à quel point que la créatine, elle prédomine dans tellement de sphères qu'elle est super importante. Juste à cause que c'est vraiment au niveau de l'inflammation aussi. Fait que tout ce qui est la créatine kinase, qui est un marqueur inflammatoire dans les tests de sang, si on prendrait le test de sang d'un athlète, après un entraînement, elle serait super élevée. Mais s'il prend de la créatine, techniquement, c'est supposé diminuer ce marqueur-là d'inflammation plus rapidement. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Je pensais tout savoir sur la créatine, mais finalement, tu m'en apprends encore une bonne. Je pense qu'on va en apprendre encore dans les prochaines années parce que c'est un supplément qui a le plus de recherches scientifiques depuis les années 70. Puis c'est encore le supplément qu'à tous les fois que je le recommande, il est toujours encore, faut que je me débatte, dire que c'est sécuritaire, il y a plein de bienfaits. Fait que je crois que le monde, là, ça commence à être une mode. C'est ça les suppléments, hein, le HMB, tout ça va revenir un moment donné. Ça repart. Les compagnies vont essayer de le remettre sur le marché. Oh, c'est un nouveau hype. C'est une mode. Fait que la créatine, je pense qu'on va en prendre beaucoup plus prochainement. Mmh. Surtout les effets, neuroprotecteurs, là. Tu sais, l'Alzheimer, la mémoire et tout. Ça, j'ai hâte qu'il y en ait plus qui sortent à ce sujet-là. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Sinon, l'autre aussi que je voulais regarder rapidement, les pré-workouts. Je sais que ça n'a pas un lien direct avec l'hypertrophie, mais c'est quand même quelque chose qui est utilisé beaucoup là, par les athlètes qui veulent prendre la masse ou non, là, juste par les athlètes en général. Encore une fois, ça, c'est quelque chose que tu conseilles? Est-ce que tu utilises des pré-workouts? Les pre-workouts, je vais en sortir à notre centre de performance accélération pour ceux qui s'entraînent le matin. Parce que comme tu l'as dit, c'est indirectement relié à le gain de masse musculaire, mais c'est directement relié à l'augmentation de ta motivation, de performance, énergie. Fait que si mon athlète, il est sharp, il est capable d'avoir une séance d'entraînement d'une qualité supérieure, oui. D'autant plus que ça affecte pas sa récupération après. J'aime beaucoup la tyrosine comme pre-workout. Moi, je suis un fan de ça. Mais encore là, ce qui est intéressant au niveau de la caféine, c'est qu'il y a une recherche qui est sortie, puis je l'ai mise sur mes réseaux sociaux. Il y a un dosage. Puis c'est la première étude que je vois qui ont étudié de la caféine sur l'entraînement, les performances d'entraînement et non sur l'effet de le sommeil et autres. Fait qu'eux, ils comparaient si ce groupe-là qui s'entraînait avec la même séance, s'ils prenaient la caféine pre-workout le matin, versus la caféine en PM, le même workout. Puis ceux qui consommaient la caféine le matin avaient eu des meilleures performances dans le gym que quand ce même groupe-là prenait la caféine l'après-midi. Ce que ça nous dit, ça veut dire qu'on dirait que la caféine, est-ce que c'est à cause de ce cycle circadien-là qu'on est toujours en train de compétitionner contre l'adénosine puis la dopamine, que le matin, on a de meilleurs récepteurs au niveau de l'adénosine, fait que la caféine vient vraiment plus stimuler l'athlète? Où il y a vraiment un temps plus idéal, mais de l'autre chose, c'est que aussi les personnes qui avaient moins bien performé l'après-midi, la caféine avait un effet efface sur leur sommeil. Mmh. Fait que c'est en train de me dire le pre-workout, oui, mais est-ce que si je m'entraîne à la fin de mon travail à 5 heures, puis moi je vais me coucher à 9 heures, pour cette personne-là, j'irais plus avec des choses comme la tyrosine, des suppléments qui vont m'aider à performer, avoir une meilleure pompe, comme les électrolytes, le sodium qu'on pourrait parler après. Heu, que d'aller chercher de la caféine, que là, ça va m'empêcher de dormir, m'empêcher à récupérer, m'empêcher à progresser dans mes entraînements. Fait que c'est pour ça que je dis puis encore, il y a du monde, quand on fait un test comme le 23andMe, moi, j'ai ce gène-là où que je vais moins bien métaboliser la caféine. Fait que si je prends un café le matin, je suis aussi high le soir à 9 heures. Fait qu'il faut savoir que chaque individu est différent. Il y en a pour qui peuvent prendre une quantité de caféine incroyable, prend un cappuccino avant de se coucher, puis ils dorment comme un bébé. Fait que, je dis pas qu'eux, ils pensent que ça leur affecte pas. Peut-être que leur qualité de sommeil est quand même affectée, mais au moins ils peuvent s'endormir. Il y en a d'autres qui ne dorment pas. Fait que caféine, oui. Puis qu'est-ce qui peut être intéressant que j'utilise des fois, c'est, des gommes caféinées avec mes Ah ouais, athlètes. OK.
Parce que la caféine peut prendre 45 à 60 minutes pour vraiment avoir le plus haut, pic. Puis souvent, les gens, ils arrivent au gym, puis ils prennent ça, le pre-workout, puis 10 minutes après, ils commencent leur training. Mais le pic de la caféine atteint 45 minutes après. Fait que tu es quasiment dans la fin de ton training. Tandis qu'une gomme, l'absorption se fait beaucoup plus rapidement. On parle d'une gomme, il y a peut-être 300 milligrammes. Ça prend 5 minutes à cause de l'absorption. Puis ça a été démontré surtout chez les cyclistes, eux, parce que le cycliste, c'est difficile. Fait qu'eux, ils vont utiliser la gomme comme ça. Ça peut être un truc à faire si on veut avoir un petit wake me up call, mais comme on le prend super rapidement avant l'entraînement. OK, fait que c'est intéressant. Fait que tu utilises des pré-workouts quand même. Des Il y a des bienfaits, bienfaits. oui, il y en a qui réagissent super bien à ça, mais encore là, le pour qui? Il faut se poser. Est-ce qu'il réagit bien à la caféine? Puis le timing. Si quelqu'un qui a déjà un problème de sommeil, je ne veux pas nuire à ça en plus. Même si on prend le matin, il peut quand même y avoir un impact sur le sommeil le soir, dépendamment de qui qu'on parle. Fait que c'est de savoir si c'est une personne anxieuse et autres, est-ce que ce supplément-là, il est bon pour cette personne-là? Fait que oui, son entraînement, il est A+, mais je veux pas non plus qu'après ça, que son sommeil soit scrap. Faut penser à l'être humain au complet, pas juste à cette 45 minutes dans le 24 heures. Exact. Puis la tyrosine, je suis vraiment curieux. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. C'est quoi la tyrosine? La tyrosine, c'est un acide aminé, mais c'est dans on la retrouve dans les EA, mais pas assez importante et pas assez élevée, pour avoir un effet, OK? On peut en prendre, normalement, on va commencer avec 500 milligrammes, on peut aller jusqu'à des dosages de 3 grammes, mais 500 milligrammes, là, une capsule, là, c'est bien en masse. Puis dépendamment de quelle compagnie c'est en poudre, des fois, il va y avoir des compagnies qui vont donner une scoop, c'est 10 grammes, mais le 10 grammes va quand même équivaloir à un 500 milligrammes d'une compagnie en capsule. Fait qu'il ne faut pas comparer, faut comparer des chats avec des chats, tu sais. C'est vraiment intéressant parce qu'il va y avoir vraiment une augmentation au niveau du précurseur de la dopamine, fait que l'adrénaline. Fait qu'on va sentir comme vraiment un état d'éveil, de concentration, de focus que j'aime chez les athlètes. Parce que la caféine, quand on parle de prise de décision, c'est pas super. Pour un athlète, on va dire mes joueurs de hockey qui jouent sur une troisième, quatrième ligne, ils jouent pas souvent, ils veulent être réveillés, caféine, intéressant. Un sport de combat, super intéressant. Tu t'en vas, tu ne sais pas si tu sors de là vivant. Mais un sport où tu as besoin de prendre une prise de décision, quelque chose de rapide, comme encore là, mes joueurs de hockey, mais si ta fréquence cardiaque abat vraiment plus vite, c'est pas comme faire une rep au bench. Tu t'enlèves, c'est fini. Non, non, on était sur la glace, il faut que tu prennes une décision. OK, il est rendu où mon attaquant il rentre. Fait qu'il y a des sports que les prises de décision, la caféine, a un effet plus néfaste que d'un effet positif. Parce qu'on est fatigué, on ne prend pas des décisions qui sont pensées. Fait qu'il y a ça aussi à penser. Fait que la tyrosine, ça va venir. Il y en a qui C'est vont c'est comme vraiment la pas être caféine? sensibles. Non, c'est complètement pas comme la caféine. Sauf que souvent, moi, j'utilise la tyrosine pour ceux qui sont en sevrage de caféine. Fait que si j'ai des clients qui boivent 8 tasses de café, 3 tasses de café, puis quand on coupe ça, ils ont des maux de tête, des sueurs et autres, mais la tyrosine peut diminuer ces effets-là au niveau de le sevrage quand on veut diminuer notre apport en caféine. Puis quand même avoir une énergie, ah, j'ai un crash l'après-midi ou des choses comme ça. Fait que moi, au niveau nutrition holistique, c'est mon go-to, là, la tyrosine. OK. Fait que ça a le même effet d'éveil que la caféine. Je dirais pas le même effet parce que le monde ne sentira pas là, de jitter ou ils ne sentiront pas là, comme là, j'ai envie d'aller frapper quelqu'un ou je suis bien réveillé, je suis hyped up. Mais on va se sentir comme focus, concentré, in the zone. Je le décrirais comme ça. Mais il y en a pour qui aussi ça va rendre anxieux la tyrosine. Puis il y en a pour qui ils vont dire bah, ça me fait rien. Parce que s'ils sont habitués à prendre des stimulants, c'est comme du monde, des fois, qui prennent une bouteille de vin, ils sentent rien. Tout le monde est différent. Il y en a qui sont vraiment plus sensibles à d'autres. Fait que c'est vraiment de faire attention. Je ne fais pas une recommandation générale, de l'essayer tranquillement, mais moi, c'est un supplément que j'aime beaucoup avec mes athlètes. OK. Fait que c'est un peu comme la L-théanine, j'imagine? C'est le côté focus de la chose. Mais la L-théanine est complètement différente. Elle, c'est un calmant. Fait que c'est pour ça Ah, c'est que un calmant, quand OK. on prend un thé vert, la caféine va pas avoir le même impact que le café en tant que tel. Même si un thé vert, la concentration de caféine peut être quand même élevée. Si tu regardes un matcha, là, la concentration de caféine est quasiment autant qu'un café. Sauf la L-théanine, elle va empêcher la caféine d'aller s'attacher sur les récepteurs d'adénosine. C'est pour ça qu'on est fatigué, on veut que l'adénosine monte parce que l'adénosine, plus elle est haute, plus là, je m'endors. Fait que si la caféine s'en va là-dessus, je suis réveillé. Fait que c'est pour ça que le thé vert ne fait pas cet effet-là parce que la théanine fait ça. Fait que si tu prends trop de café, tu pourrais prendre un supplément de théanine, puis ça va t'aider un peu à calmer un peu cet effet-là.
en même temps. Fait que tu prends trop de caféine, prends la théanine en même temps, ça pourrait aider un peu. Ah, OK, c'est intéressant. Je savais pas ça, c'est ma copine, elle boit quand même beaucoup de thé vert, puis de matcha aussi. Fait que, des fois, elle en prend, exemple, l'après-midi, mais elle va pas avoir les effets comme la caféine que justement tu pas capable de dormir le soir, mais là, je comprends un peu plus le pourquoi de la chose, là. Fait que, ah non, c'est intéressant. Hem, Sinon, dans les autres suppléments en lien avec l'hypertrophie, est-ce qu'il y en a d'autres que Hem, toi, tu vas utiliser beaucoup? J'aime beaucoup les électrolytes, OK? Puis les électrolytes, je te dirais que c'est malheureusement, il y a pas de compagnie qui existe avec le ratio idéal. Parce que c'est souvent très commercialisé. On va parler des Gatorade, des Body Armor, puis toutes ces compagnies-là, que de un, il y a un ratio de 1/23 potassium, sodium. Le monde a peur du sel. Pourtant, le sel, c'est ce qui va t'amener une pompe musculaire, c'est ce qui va t'amener une meilleure contraction musculaire. Si on retourne en biologie 101 vraiment rapidement, là, notre cellule, il y a un échange protéique qui se fait sodium-potassium. Tu as besoin de 3 ions de sodium pour 2 de potassium. Fait qu'on devrait avoir un ratio de 3/2 et non de 1/23 comme la plupart des électrolytes font. Quand tu prends ces électrolytes-là, ça ne te fait pas performer, ça te fait un déséquilibre en fait au niveau de tes électrolytes. Puis en plus, dans ces boissons-là, on retrouve l'ennemi numéro un qui est le sucre. Il y a juste trop de sucre. Fait qu'on pourrait prendre moitié de cette boisson-là avec de l'eau, une petite pincée de sel. Mais sinon, au niveau des suppléments, je déteste nommer des noms de suppléments. Il est devenu très commercialisé à cause des podcasts euh, comme un commanditaire, mais le LMNT, je leur lève mon chapeau parce qu'eux, ils ont un ratio de 5/1. Fait que très élevé en sodium. Sauf que c'est la seule compagnie à date qui se sont dit hey, on n'a pas peur, on fonce. Il n'y a aucun lien dans la recherche qui est vraiment démontré entre le sodium et la pression artérielle. Puis les athlètes, ils suent beaucoup. Les athlètes sont sous des low carb, des diètes cétogènes. Ils font du fasting, c'est diurétique. Ils font du sauna. Ils font plein de choses. Puis le sodium provient 70% d'une alimentation qui est transformée. Les athlètes, ils n'ont plus d'alimentation transformée. Fait que le sodium, un athlète, va diminuer grandement. Puis ça va régulariser puis équilibrer tes fonctions de ta cellule extérieure, fait que ta circulation sanguine, tu vas transmettre tes influx nerveux vraiment mieux. Fait qu'on va délaisser tout ça, mais c'est juste pour dire que tu es dans meilleure position avec le LMNT qu'avec un autre électrolyte. Je dis pas qu'il faut que tu prennes un LMNT par jour. Il y en a pour qui c'est trop de sodium. Tu pourrais prendre la moitié du sachet. Mais je crois que les électrolytes ont vraiment un effet, le sel, un effet incroyable au niveau du métabolisme, des glandes surrénales, de ta performance. Puis c'est vraiment pas fancy. Là, on parle de potassium, c'est poche à dire, hein. On veut tout le temps le supplément magique, mais je pense que c'est l'oublié de 2025 et des 3 dernières années. C'est vraiment le sel au niveau de ta performance. Ça va avoir un effet direct si tu ne prends pas assez de sel ou de sodium dans ton alimentation. Souvent, je pense que ce que les gens disent, mettons par rapport aux électrolytes ou par rapport au sel, c'est que je pense que c'est puis là, je suis curieux de savoir ton opinion, c'est souvent nécessaire dans les entraînements qui sont, exemple, de haute intensité ou de longue durée. Tu sais, quelqu'un qui s'en va au gym 45 minutes, qui fait, exemple, un entraînement léger, modéré, qui fait peut-être des petits groupes là, de muscles, tu sais, biceps, triceps, peu importe. Dans ce scénario-là, est-ce que tu le conseilles quand même ou c'est vraiment plus pour le gros entraînement, là? Tu as pas besoin d'électrolytes pour quelqu'un qui va s'entraîner en musculation. Dépendamment de ce qu'on fait. Si on parle d'une phase d'accumulation où que la personne fait un giant set, un tri-set où on pousse vraiment au max, bon, il n'y a rien de bien fait là. Mais moi, quand je parle des électrolytes, c'est pas simplement de les consommer pour la performance. Moi, je parle de la santé hormonale, que ce soit chez une femme, préménopause, ménopause, que ce soit chez un athlète, que ce soit chez un monsieur, madame, tout le monde qui se lève le matin, qui a un manque d'énergie ou quoi que ce soit, les glandes surrénales et autres. Moi, je pense que c'est juste que le sodium en tant que tel va avoir un lien sur la performance du corps humain dans la vie de tous les jours. Mais tu as raison, dans un entraînement en tant que tel, je crois que le monde a tendance à surconsommer des électrolytes, en plus que les ratios sont pas bons. Puis souvent, dans ces électrolytes-là, on va trouver du calcium, du phosphore, puis plein d'autres petits minéraux qui sont superment facilement atteignables dans l'alimentation. Ouais, c'est ça que j'avais vu aussi que c'est des ajouts de trop, là. C'était vraiment le point, c'était vraiment de se concentrer sur le sodium pour la santé en général, pour performer dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit dans le gym. Mais oui, effectivement, si tu t'entraînes pas longtemps, les Gatorade et compagnie ont été mis sur le marché pour des sports
de longue durée, là, de 2 heures et plus, tu sais. Fait que OK. Bon, fait que c'est ça, j'aime ton point. Hem, Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres suppléments que tu utilises beaucoup en hypertrophie? en hypertrophie, je te dirais que j'utilise plus des suppléments qui vont être reliés à la performance ou quand j'ai un athlète qui a vraiment un problème au niveau de la santé métabolique. Est-ce qu'on a un cholestérol qui est plus élevé? Est-ce qu'on a une lacune qu'il faut vraiment aller cibler? Est-ce qu'on a un manque de vitamine B? Tu sais, parce que ça, on parlait des minéraux, parce que les minéraux sont quand même importants pour la synthèse de la masse musculaire, qui vont soutenir ton métabolisme et autres. Mais souvent, on va tendance à avoir du monde qui vont en prendre trop, donc des multivitamines pour aucune raison, sans justification. Puis des fois, dans ces multivitamines-là, on va retrouver une panoplie de nutriments, mais souvent, c'est qu'il n'y en a pas assez de celles que tu as besoin, puis peut-être trop de celles que tu n'as pas de besoin. Fait que c'est de là de faire attention. Fait qu'en termes de masse musculaire en tant que telle, l'alimentation va vraiment prédominer sur les suppléments. Quand on tombe dans le côté performance, là, on pourrait parler encore pendant au moins 30 minutes là-dessus. Ce qui pourrait être intéressant peut-être au point de vue de les suppléments, il y en a un qui est super, super important que j'ai pas dit. Ça, il faut le retenir. Mon film préféré quand j'étais jeune, c'était Space Jam. Puis dans le vestiaire, il perdait contre les Monsters. Puis Bugs Bunny arrive, il me prend une bouteille d'eau, met l'étiquette Michael Secret Stuff. Puis là, maintenant, tout le monde pense que c'est le jus de Michael Jordan. Puis que ça donne du pouvoir, de la puissance. T'es indestructible. Ils rentrent dans le vestiaire, prennent des gorgées, puis là, tout le monde sont allés battre les Monsters après. Puis je parle du supplément, le placebo. Puis le Mmh. placebo, il y en a dans tout. Même dans les recherches, c'est environ 73% des recherches expérimentales qui démontrent des bienfaits dans le groupe placebo. C'est pour ça qu'au niveau pharmaceutique, il y a toujours ce groupe-là placebo. Puis même l'année passée, ils en ont fait une. C'est très drôle parce qu'on a eu côté éthique d'injecter des stéroïdes chez des athlètes. Fait qu'il y avait le groupe contrôle, prenait rien, même entraînement. Le groupe qui prenait des stéroïdes, mais qui ne le savait pas. Puis tu avais le groupe placebo qui prenait des stéroïdes, mais finalement, eux, c'était de l'eau. Puis, on ne vous cachera pas, ceux qui ont pris des stéroïdes, ils ont quand même eu un meilleur résultat. Mais le groupe placebo, que c'était de l'eau, a eu plus de résultats que le groupe contrôle qui n'avait rien eu, mais c'est tout le même entraînement. Fait qu'en gros, moi, il y a des choses que je prends des fois. Il y a des suppléments des fois qui sont passés date que je prends. Juste parce que le goût me dit à mon cerveau, Hey, it's time to train. Si toi, tu es habitué de prendre quelque chose, ça marche pour toi. Go for it. Parce que le placebo, je crois que c'est la chose la plus importante au point de vue performance dans les athlètes, comme dans la vie de tous les jours. Fait que ça, je pense que c'est un des oublis. J'aurais jamais pensé à ça, mais c'est un super bon point. C'est vraiment bon. Ouais. On sort pas de ça. Sinon, les autres suppléments qu'on peut regarder et que le monde ont tendance, c'est vraiment les oméga 3 peut-être. Ils ont, tu sais, oui, ils ont un rôle sur l'inflammation, mais il y a quand même un rôle sur la synthèse des protéines parce qu'ils vont augmenter la sensibilité à l'insuline. Fait que si tu améliores ça, tu améliores l'absorption des nutriments dans le muscle. Puis souvent, le monde a tendance à avoir des oméga 6 plus élevés qu'oméga 3. Fait que ça pourrait être intéressant. La vitamine D, souvent au Québec, on est chanceux, on a plein de saisons, mais du mois de novembre au mois de mars, c'est plus difficile à synthétiser de la vitamine D. Fait que, tu sais, c'est là qu'on peut peut-être supplémenter avec un 1008 de plus, 2000 ou plus si on a les preuves au niveau des tests de sang. Parce que l'été, avec un 30 minutes de soleil, on est capable de produire 10 000 à 20 000 unités de vitamine D. Fait qu'on n'en prend pas beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'au Québec, ça peut être important. Puis la vitamine D, c'est responsable pour plus de 300 réactions dans le corps humain. C'est une hormone, la vitamine D. Fait que ça pourrait être un supplément de regarder si ça pourrait être intéressant. Sinon, on peut parler là, entraînement, qu'est-ce qui pourrait diminuer mon inflammation plus rapidement pour performer après? Mais souvent, il y a les jus de pomme grenade qui reviennent, le tart cherry juice, que c'est des jus qui ont une concentration plus élevée en mélatonine, comme le kiwi. Fait que là, est-ce que le timing de prendre ça après un entraînement, en plus de l'apport en glucides,
Puis le contenu de mélatonine fait en sorte que ça favoriserait un meilleur sommeil, une meilleure récupération. Si on est blessé, est-ce qu'on parle de collagène? C'est la mode, tu sais, mais là, il y a un nouveau protocole que nous, on utilise à notre clinique Accélération Physio Plus. Souvent, on va prendre avec, c'est Dr. Barr, Barr, que lui a démontré qu'on était capable de faire ou d'augmenter en quelque sorte 2 fois plus notre type de collagène 1 quand on prenait la fameuse dose de 10 grammes par jour, mais quand on le prenait aussi avec 40 à 50 milligrammes de vitamine C. Fait que si imagine, si tu en vas voir ta physiothérapeute, tu vas voir quelque chose où tu es blessé, la combinaison des 2, ou après un entraînement, tu es quelqu'un qui est mal au genou, tu as des petits bobos articulaires, tu sais que ton entraînement, il y a beaucoup de répétitions, beaucoup d'usure. Mais là, ça peut être un autre ici comme Hein, je mets tout ça, meilleure qualité d'entraînement. Tu sais, fait que il y en a plusieurs suppléments, mais je te dirais qu'en gros, là, Ceux qu'on a parlé, c'était pas mal les main ones, là, les principaux, là. OK. exactement. Il y OK. a 2 peut-être qui pourraient être intéressants à regarder dans le futur pour leur, où qu'on on s'en va. Il y a peut-être le Velocitol qu'on appelle. C'est un Property Blend que supposément tu es supposé avec ça d'être capable d'augmenter ta synthèse des protéines de meilleure manière. Mais c'est encore Et nouveau. C'est ouais, en développement, c'est ça. Ou tu as le phosphatidique acide aussi qui pourrait peut-être être intéressant pour l'hypertrophie, tu sais, mais à part de ça, là, on va parler de la testostérone rendue là pour la masse musculaire, tu sais. ben, c'était ça aussi un point que je voulais regarder avec toi. La ben, en fait, la testostérone, est-ce que ça a un lien direct avec l'hypertrophie ou est-ce qu'il y a oui, un lien direct? 100. Ça augmente la taille du muscle à 100. Ça va favoriser la synthèse des protéines, puis c'est essentiel pour réparation, croissance, tissu musculaire et autres. Ça améliore la densité osseuse, production de globules rouges et compagnie. Fait que c'est sûr que c'est 100% relié. C'est pour ça que le monde utilise la testostérone pour ce côté-là esthétique aussi, là. Ben, c'est ça, il y a des suppléments là, pour faire augmenter la testostérone, mais moi, je le qualifie comme un peu, tu sais, dans la même classe des stéroïdes, là, tu sais, c'est Ouais, dépendamment lesquels que tu veux cibler, là, mais si on parle des suppléments naturels, souvent le monde parle toujours du fameux, Tribulus ou on va parler du fenugrec ou, du maca ou de l'ashwagandha. Souvent, encore là, je pense que le placebo marche beaucoup, mais souvent ces suppléments-là vont être bien parce qu'ils vont augmenter la libido. Il faut faire attention entre augmenter la libido et la testostérone. pas la même Pas chose. la même chose. Fait que ça veut pas dire que tu as une envie sexuelle de plus ou que tu as comme cette chose-là qui est à l'intérieur de toi qui fait que ta testostérone augmente. Fait qu'il y a pas d'effet sur la testostérone. Il y a aucune étude qui démontre ça. Souvent, le maca, c'est très fort au niveau de la stabilisation, au niveau des humeurs, puis ça peut augmenter l'énergie. Ashwagandha, c'est un herbe adaptogène. Je l'utilise beaucoup plus pour le stress parce que le stress, c'est probablement ce qui va t'aider à augmenter ton testostérone le plus, la gestion de celui-ci, ta respiration. Moins tu es stressé, moins tu as de cortisol, plus tu vas métaboliser et utiliser ta testostérone. Fait que, encore là, tu sais, je crois que ces choses-là, avec ta variabilité cardiaque, de regarder comment tu gères ta journée et autres, va favoriser plus ton relâchement de testostérone, de t'assurer que tu as les nutriments importants comme le zinc, la vitamine D, qui vont être vraiment plus favorables au niveau de cette production-là que les petits suppléments qu'on vient de nommer. Sinon, on a tendance des fois à parler le D-aspartate, qui est un acide aminé qui va être utilisé des fois pour augmenter temporairement la testostérone. Mais encore là, c'est comme un dérivé du calcium. Les recherches sont encore mitigées un petit peu, là. Ceux qui essaient vraiment d'aller chercher, on s'essaye si on Pour peut, le mais 0,1 ouais. potentiel, là. Mais sommeil, gestion du stress et autres, c'est ça qui va faire en sorte que ta testostérone va vraiment être le plus haut possible. Puis dans la société qu'on est aujourd'hui, on a tendance de toujours more is better. Puis malheureusement, la testostérone, pour en avoir plus, c'est l'inverse. Le moins que tu es stressé et autres, le plus que tu vas être en mesure de métaboliser puis d'avoir une testostérone libre élevée dans ta circulation sanguine. Fait qu'il y a un lien entre testostérone et hypertrophie. Hem, puis là, juste me rappeler, c'est quoi déjà les suppléments que tu avais conseillés? Il y avait maca, ashwagandha, Mais quand on parle comme si on va un par un, tu sais, le tribulus, c'est une plante qui est souvent utilisée, puis c'est la libido. Souvent, c'est le tribulus, là, c'est la plante la plus utilisée pour les suppléments naturels. Le fenugrec, c'est peut être intéressant pour tout ce qui est glycémie, métabolisme du glucide, mais on l'utilise des fois dans des blends pour testostérone, mais encore le plus libido. Maca, c'est vraiment le fun, plus pour augmentation d'énergie. OK. Mais encore là, il y en a que dans les tribus, ils utilisaient le maca parce qu'ils pensaient que c'était vraiment quelque chose qui favorisait
la libido, comme certains là, nutriments, il y en a qui parlent des moules ou du chocolat noir, que c'est un peu, Aphrodisiaque ou aphrodisiaque. ouais, ouais. Exactement. Puis l'ashwagandha, mais c'est un fameux champignon adaptogène dans le sens qu'il s'adapte dans la situation que tu es. Si tu une personne qui a besoin un peu d'énergie, ça va t'en donner. Si tu as besoin qui est trop stressé, ça va te ramener un petit peu. Mais honnêtement, comme je répète, c'est vraiment le zinc puis la vitamine D dans les suppléments naturels qui va t'aider le plus, avec la gestion du stress. C'est pour ça que l'ashwagandha est intéressante, parce que l'ashwagandha, il y a des études qui démontrent que ça augmente la testostérone, mais ça augmente la testostérone parce que ça t'aide à gérer ton stress. Ça vaut-tu la peine d'après toi de faire des tu sais, quelqu'un qui est en prise de masse musculaire, ça vaut-tu la peine de faire des prises de sang pour connaître son niveau de testostérone? C'est comme un peu rendu à la mode aujourd'hui, là, tout le monde veut savoir, tu es à quel niveau de testostérone, là? Combien de fois qu'on fait un changement d'huile par année sur notre auto? 2 fois peut-être, pour ceux qui roulent beaucoup. Puis tu as tout le diagnostic de ton auto. Qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche, blablabla. C'est quand la dernière fois que tu as pris un test de sang? 3 ans. 4 ans. La dernière fois que tu as vu ton médecin de famille? Ah, 3 ans. 4 ans. OK, mais tu prends plus soin de ton char que toi. Fait que, de un, tu devrais faire un test de sang au moins une fois par année. OK? Ça, c'est ton conseil, C'est OK. mon conseil. Sinon, on peut acheter des choses comme au niveau, prendre le taux de sucre le matin. C'est un marqueur au niveau de la longévité puis de la santé métabolique. Fait que si ton métabolisme, il utilise bien le sucre et autres le matin, Les mêmes outils que les diabètes les vont diabètes, prendre, là. ça OK. pourrait être quelque chose de vraiment facile. Si tu dis: «Hey, j'ai pas les ressources pour aller faire un test de sang», puis après ça, tu peux rentrer en contact avec quelqu'un qui connaît ces choses-là pour voir à quel point ta santé y aller. Parce que si tu es stressé, ton taux de sucre va être plus haut et compagnie. Il y a plusieurs choses qui s'enchaînent là-dedans. Mais je te dirais à tout le monde de prendre au moins une fois par année, au moins un test de sang pour savoir où que ça en est. Puis c'est dommage parce que même le test de sang, c'est pas nécessairement la seule option parce que les suppléments vont pas nécessairement toujours être où il va pas toujours on va pas juste voir dans le test de sang si le supplément a toujours un impact. Fait que si ton magnésium est trop haut, ton sodium est trop haut, des choses de même, c'est certains types de magnésium. Il y a une manière de le tester dans le sang pour aller vraiment voir dans tes cellules rouges si c'est vraiment la quantité exacte. Fait que c'est là qu'il faut aller dans le laboratoire un petit peu plus poussé. Ou faire des tests plus salivaires hormonales comme le Dirge test, qui est là, tu vas voir toutes les dérivantes, puis là, tu vas pouvoir voir à quel point comme que la tyrosine peut être un précurseur au niveau de la testostérone aussi, ou des choses comme ça. Fait que plus tu en sais sur toi, plus tu es capable de personnaliser puis individualiser ton plan d'action. Un petit peu comme les compagnies qui font avec l'alimentation, comment personnaliser au niveau génétique maintenant, que tu peux prendre ta banque de données génétiques puis la modifier, savoir si tu devrais prendre plus de gras saturés, des choses comme ça. Fait que c'est le même principe. Puis mettons concrètement, y a-tu des endroits, c'est tu vas voir ton médecin de famille pour faire des prises de Toujours, sang? Ouais. toujours, toujours. Écoute, il y a des choses qui s'achètent en ligne, que tu peux avoir des tests à la maison, mais le problème, c'est pas de faire le test, c'est de l'interpréter après. Fait que c'est beau que tu achètes le Dutch test qui peut s'acheter en ligne. Tu peux acheter plusieurs tests salivaires, urinaires, des choses comme ça. Tu fais ton test de sang, tu prends ta pression artérielle, tu prends plein de marqueurs comme ça, mais là, tu mets ça sur ta feuille, mais si tu pas les connaissances, tu fais quoi avec ça? Fait que toujours aller chercher des connaissances. Puis encore là, tu vas payer pour quelqu'un qui a des connaissances, qui va t'éviter des coûts de plus, parce que c'est leur domaine à eux. Puis ils vont t'aider à aller à chercher le plus possible ton objectif. Puis si cette personne-là, tu n'es pas content des services, tu vas être référé à une autre personne. Fait que c'est vraiment, là, c'est la logique que tout le monde devrait avoir. Mais souvent, on a un manque de temps, on est paresseux, on ne veut pas prendre soin de nous à ce point-là, mais c'est ce qu'on devrait faire. Moi, je pense que je vais aller faire un test sanguin bientôt. Ma dernière question qui revient un petit peu à, bon, ce qu'on a dit au début. Selon toi, tu sais, est-ce que c'est possible, heu, d'avoir une prise de masse significative sans avoir recours à des suppléments? Oui, facilement oui. Parce que il y a une différence entre, comme si tu veux briser un plateau avec un supplément, si tu y crois, côté placebo embarque, OK. Performance, santé métabolique et récupération, les suppléments vont avoir un impact là-dessus, plus que le bodybuilding en tant que tel, la masse musculaire. Mais encore là, performance, santé métabolique et récupération, le sommeil, prendre soin de nous, etc., va faire en sorte que ça va être encore mieux que de prendre un supplément. OK? Fait que c'est sûr que la récupération, c'est vraiment clé. Puis ta routine, la constance à laquelle tu le fais, c'est pas quelque chose que tu fais une journée ou que tu t'entraînes cette journée-là, que tu le fais, que c'est là que tu vas avoir les résultats, c'est que tu le fais constamment, journée après journée. Tu te lèves à la même heure, tu te couches à la même heure, tu prends les repas toujours. Fait que c'est la différence à long terme. Sinon, si ça serait des résultats qui arriveraient vite, on s'entraînerait quoi? Le mois de janvier, résolution de l'année. Mois de février, on est tous jackés, tous dans le gym. Bon, OK, on se revoit dans 11 mois.
Tu sais, fait que ça serait le fun, mais le but de l'entraînement, c'est de tomber dans l'amour aussi de ce processus-là d'amélioration à chaque jour. Si j'y crois plus que moi je m'entraîne puis je peux plus avoir une amélioration dans certains aspects, la force ou la masse musculaire et autres, même si je sais qu'en vieillissant puis avec des années d'expérience, c'est plus difficile, pourquoi je me lève? Pourquoi je m'entraîne? Moi, j'y crois. C'est embarquer dans ce processus-là, dans n'importe quel sport que tu embarques, c'est cette croyance-là de je peux être meilleur. Ma version 2.0, ma version 3.0. Même si tu te blesses, tu t'entraînes pourquoi? Ben, je m'entraîne pour plus être blessé. Ah, OK, ouais, mon médecin me dit que je peux plus m'entraîner à cause de ça. OK, mais de contourner ça, de dire je vais aller d'une autre manière, puis de trouver une manière de continuer à faire ce que tu aimes. Tu sais, fait que c'est ça que je vois de la beauté du sport, c'est quand tu tombes à ça, c'est notre supplément, l'entraînement, pour beaucoup de monde. C'est notre drogue. C'est la raison pourquoi le monde se lève, c'est pourquoi le monde continue à vivre. Tu sais, il y en a pour qui c'est d'autres choses, mais pour nous, le fitness, l'industrie et compagnie. Fait que c'est pour ça que le plateau va se faire avec toute ton hygiène de vie autour. Fait que rendu là, achète-toi quelque chose pour vraiment tracker tout ce qui est ta santé et autres, puis voir à l'impact que tu prends un verre de vin ou que tu en prennes une bouteille. Les deux ont le même impact sur ton sommeil, mais le monde ne le savent pas. Tant si longtemps pas qu'ils ne le voient pas. Tu sais, on dit toujours une photo, ça dit. C'est quoi Ça vaut l'expression? 1000 mots. Ça vaut mille mots. Ouais, Fait que je pense qu'il y a vraiment ça. c'est super bien dit. Où est-ce que les gens peuvent aller te suivre, en ligne? En ligne, mais c'est sûr qu'on a notre clinique multidisciplinaire qui est vraiment tous des professionnels de la santé. Donc, il y en a plusieurs qui vont venir sur ton podcast, Accélération Physio Plus. Sinon, moi, ma chaîne personnelle, c'est B-Barn. Barn, à cause que mon nom de famille, c'est Lagrange. Donc, depuis que je suis jeune, les professeurs d'anglais, dès que j'avais 5 ans, disaient toujours Barn, Barney. Puis c'est de là que ça a commencé. C'est parfait. Good, ben, merci beaucoup, Sébastien. Bye bye.